Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va parler dividendes. Les dividendes, c'est un sujet qui vous plaît énormément. Et c'est vrai que quand, comme moi, on n'utilise pas ça comme critère d'investissement, c'est-à-dire que pour moi c'est neutre en fait les dividendes dans mon choix, dans ma décision, on se retrouve avec des entreprises qui ne payent pas de dividendes, des entreprises qui payent des petits dividendes, et voire des entreprises qui payent de gros dividendes, et on peut se poser la question, est-ce qu'il faudrait que je surpondère les dividendes dans mon portefeuille, est-ce qu'il faudrait que je laisse plus de place aux actions à dividendes? Et c'est la question que s'est posée une étude de Morningstar sur le sujet, et on va voir ça tout de suite. Et donc pour répondre à cette question de l'intérêt d'avoir plus d'actions à dividendes dans son portefeuille, Morningstar part du principe que si on rajoute des actions à dividendes, elles doivent amener soit une performance supérieure, soit baisser la volatilité du portefeuille, soit apporter une meilleure diversification. Alors honnêtement, de mon côté, baisser la volatilité du portefeuille ou mieux diversifier, c'est très proche, voire même très proche. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir ces deux critères, mais bon, c'est pas très important. Donc on va rester globalement sur deux idées. Il faut qu'elles aient une performance supérieure ou bien qu'elles fassent baisser le risque du portefeuille. Et ce qui nous explique dès le début, c'est que faire des études sur les actions à dividendes, c'est pas si simple. Parce que si l'étude elle porte par exemple sur est-ce que les bourses américaines battent les bourses européennes, c'est assez simple. En fait, quel que soit l'indice que vous prenez, vous allez obtenir le même résultat. Que vous preniez le S&P 500 ou bien le MSCI USA pour les États-Unis, ou bien que vous preniez le Stock 600 ou le MSCI Europe ou le Stock 50 par exemple, enfin l'Eurostock 50, vous allez trouver la même chose. La bourse américaine bat les bourses européennes. Mais le problème des indices actions à dividendes, et donc aussi, bien sûr, des ETF qui se basent sur ces indices, c'est que certains vont être assez bruts, c'est-à-dire qu'ils vont juste prendre les actions qui payent les plus gros dividendes, alors que d'autres vont rajouter des filtres, du type l'action doit payer un dividende depuis X années, etc. Et l'étude de Morningstar, elle commence par comparer d'un côté les indices actions à dividendes, donc c'est vraiment de la gestion passive. Ensuite, les fonds spécialisés dans les actions à dividendes, donc là ce sont des fonds gérés activement par des gérants, donc là avec des performances brutes et nettes, parce que les frais sont en général importants, donc il y a une grosse différence entre les performances brutes et nettes, et tout ça on compare ces deux catégories avec le marché sur 25 ans. Et les gagnants, donc depuis 1998, ce sont les indices actions à dividendes avec 8,76% de rendement annuel, suivi par la performance brute, donc hors frais, des fonds à dividendes, 8,49%, et enfin le marché. Mais si on regarde la performance nette de frais des fonds actifs à dividendes, alors ils sont en dessous du marché. En fait, sur les 945 fonds qui ont été utilisés dans l'étude, seuls 137, c'est-à-dire 14%, arrivent à battre le marché quand on regarde leur performance nette de frais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gérants qui investissent dans des actions à dividendes arrivent à battre le marché, mais quand on enlève les frais, c'est en dessous, donc en fait ils ne battent pas assez le marché pour justifier leurs frais. Donc si on reste sur la partie performance, le premier des trois critères de Morningstar, oui, les dividendes apportent de la valeur, même si vous verrez que je mettrai un petit bémol là-dessus un peu plus tard. Passons maintenant à la deuxième partie, au deuxième critère de Morningstar qui est la volatilité. Si on compare la volatilité des portefeuilles à la volatilité du marché, eh bien les indices actions à dividendes sont 8% en dessous, les fonds actions à dividendes sont 9% en dessous. Donc le deuxième point est clairement validé, les actions à dividendes réduisent la volatilité d'un portefeuille. Mais, parce qu'il y a un gros mais, comme je vous le disais au début, il y a beaucoup de manières de constituer un portefeuille de rendement. Donc là, Morningstar a pris deux grosses catégories, les indices dividendes et les fonds actifs dividendes, mais en fait, suivant si vous prenez les plus gros dividendes, les dividendes croissants, etc., vous n'allez pas trouver que des stratégies qui battent le marché. L'indice le plus performant, et ceux qui aiment les dividendes le connaissent sûrement, c'est le S&P 500 Dividende Aristocrate, avec une performance de 9,78% annualisée. Ça veut dire 2 points de plus que le marché sur 25 ans, qui est plutôt autour de 7,7%. 2 points par an sur 25 ans, c'est énorme. Quand vous regardez avec les intérêts composés la différence des deux portefeuilles, c'est vraiment énorme. Donc, j'ai regardé comment est-ce qui constituait cet S&P 500 Dividende Aristocrate. Donc, bien sûr, il y a des critères, comme tous les indices, de capitalisation boursière, de liquidité, etc. Mais le critère sur les dividendes, finalement, c'est le critère classique des dividendes aristocrates. C'est tout simple. C'est qu'on demande 25 ans minimum de croissance ininterrompue des dividendes. Donc ça, c'est à la première place du podium,
l'indice S&P 500 dividendes aristocrates. Mais on trouve aussi des fonds gérés activement qui performent bien. Par exemple, Morningstar nous parle du fonds Eaton Vance Dividend Builder qui a une performance annualisée de 9,5%. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve aussi des indices dividendes qui sous-performent le marché, comme le MSCI USA High Dividend. Donc là, c'est vraiment important de savoir qu'il y a dividendes et dividendes, c'est pas parce qu'on investit dans un ETF dividende qui va battre le marché. Donc je vois déjà les fans de dividendes qui utilisent souvent la notion de dividende aristocrate, qui vont partager l'émission d'aujourd'hui à leurs collègues en leur disant « Ouais, tu vois, les dividendes, ça sert à quelque chose, etc. » Là où les collègues disent « Non, les dividendes, ça sert à rien. » Parce que, bon, il faut le savoir, les dividendes, c'est quand même globalement un sujet assez clivant dans la communauté financière. Mais il y a une chose à savoir avant de se précipiter sur les dividendes aristocrates. C'est que l'indice S&P dividende aristocrate n'existait pas avant 2005. Et moi, j'ai trouvé des données depuis 2013. Donc c'est toujours facile de créer un indice qui surperforme dans le passé. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe ici, c'est que si on regarde depuis 2013, donc depuis les données que j'ai, on va avoir ce fameux indice S&P dividende aristocrate qui va sous-performer son indice de référence qui est le S&P 500. En fait, la stratégie des dividendes aristocrates a surtout eu de bonnes performances dans le passé, donc avant 2005, avant qu'il soit créé, et en fait c'est dû à un épisode bien connu qui est la bulle Internet des années 2000. En fait, la bulle, elle concernait des entreprises non rentables, toutes les petites pousses qui avaient un .com, voilà, qui avaient un nom avec un double O en général, et qui s'arrachaient sans gagner d'argent. Ben bien sûr, les dividendes aristocrates ont évité cette bulle, puisque qui dit dividende dit bénéfice, voilà, une entreprise qui fait des bénéfices. Donc, n'importe quelle stratégie de rendement, en fait, a bien performé pendant cette bulle et le crack qui a suivi. Et n'importe quelle stratégie de rendement a bien performé, et le marché a baissé de 44% pendant 1 an et demi, de 2000 à 2002, alors que les fonds spécialisés dans les dividendes ne perdaient que 15%. Donc on voit une baisse de 44% contre une baisse de 15%, la différence elle est énorme. Et c'est là le reproche qu'on peut faire à l'indice S&P 500 dividende aristocrate, c'est qu'il a été créé seulement 3 ans après. Donc en fait, ça fait partie de ces stratégies qui identifient dans le passé, qui backtestent dans le passé une stratégie qui marche. Alors, la notion de dividende aristocrate, elle était connue avant. La première liste dividende aristocrate, elle a été publiée en 1989. Mais c'est surtout après 2002, et notamment en 2005, que ça a été popularisé, notamment par Standard & Poor's. Donc la création de l'indice en 2005, c'est pas un hasard. Et depuis la création de cet indice, ça sous-performe. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même un gros bémol à cet investissement dans les dividendes aristocrates. Dans la fin de l'étude, donc sur leur troisième critère, la partie diversification, cette fois-ci Morningstar nous donne aucun chiffre, aucun graphique, etc. Tout ce qu'ils nous disent, c'est que oui, les actions à dividendes apportent une diversification, dans le sens où elles évoluent pas toujours dans le même sens que le marché, mais que cette diversification peut être amenée par d'autres actions comme les actions value. Mais à nouveau, cette diversification, elle a surtout été amenée pendant la crise des actions Internet en 2000, puisque ces actions, voilà, c'est là où il y a eu une vraie décorrélation. Dans des marchés beaucoup plus classiques, cette décorrélation, cette diversification, elle n'existe pas vraiment. Donc, ce que je retire de cette étude, pour moi, c'est tout simple. La stratégie qui consiste à surpondérer les actions à dividendes apporte surtout un intérêt si on rajoute des critères autres que juste le montant des dividendes. Donc, il ne faut pas investir bêtement dans n'importe quelle action qui rapporte des dividendes de 6, 7, 8, 9, 10, 12%. Et donc, clairement, la stratégie qui ressort du lot quand on veut investir dans des actions à dividendes, c'est la stratégie dividende aristocrate avec cette fameuse règle de dire « je veux un dividende ininterrompu depuis 25 ans et surtout un dividende croissant de manière ininterrompue depuis 25 ans. » Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans cette idée de dividende aristocrate, c'est pas forcément la notion de dividende. En fait, j'aurais envie d'élargir cette notion de dividende à la notion de bénéfice. Parce que l'entreprise, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle fasse des bénéfices croissants depuis 25 ans et de manière ininterrompue, qu'il n'y ait pas eu un moment, une crise où elle a eu une perte. Donc, si on passe d'un critère dividende aristocrate de on veut des dividendes croissants depuis 25 ans à je veux des bénéfices nets croissants depuis 25 ans, alors on ouvre énormément notre univers parce que on peut avoir une entreprise qui a des bénéfices croissants mais qui, par moment, dans sa vie, a décidé de moins verser de dividendes pour diverses raisons, peut-être des projets en interne, peut-être pour réduire sa dette, etc. Et tout d'un coup, votre univers d'investissement, il va exploser parce que vous allez rentrer beaucoup de valeurs de croissance, donc des valeurs intéressantes parce que ce ne sont pas des valeurs purement matures comme les Coca-Cola, Pepsi, etc., 3M qui font partie des dividendes aristocrates et qui n'ont plus rien à investir, donc plus rien à investir, c'est pas le mot, mais
Donc il n'y a pas d'énormes projets en interne qui vont révolutionner la boîte. Coca-Cola, c'est Coca-Cola. Elle vit avec sa petite croissance chaque année. Et voilà, on en reste là. Et ça vous ouvre à énormément de boîtes qui ont des dividendes, déjà des boîtes plus récentes que 25 ans, déjà ça va vous exploser votre univers, et puis des boîtes qui ont des projets en interne qui sont intéressants. Donc voilà, moi, ce que je retiens, c'est oui, un critère de 25 ans de hausse, c'est intéressant, peut-être remplacer le dividende par résultat net, bénéfice, appelez ça comme vous voulez, et ça peut vraiment faire une différence. Dites-moi ce que vous pensez des dividendes. Est-ce que vous utilisez une stratégie à dividende? Est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt réticent aux dividendes, ou si comme moi, vous êtes neutre? Pour vous, c'est pas un critère d'investissement. Mettez-moi ça en commentaire si vous m'écoutez sur YouTube. Pour la partie podcast, toujours le petit mot, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles pour accroître un peu la visibilité du podcast, c'est toujours très sympa. Voilà, merci à tous pour votre fidélité et à bientôt pour une autre émission.